Ah, donc bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'une histoire à laquelle on a été confronté juste avant l'épidémie, la pandémie Covid, qui nous a sollicité et occupé et mis un peu en pratique un certain nombre de réflexes de gestion d'une épidémie et d'une collaboration avec d'autres équipes médicales, avec les tutelles de santé, avec l'agence régionale de santé, comme on le verra. Donc pour le contexte, effectivement, la survenue donc de cas groupés de pneumonie à pneumocoque et bien entendu la mise en perspective sur l'épidémiologie du pneumocoque récente. Tout d'abord avec les grandes limites de ces cartes qui comportent un grand nombre de biais, notamment déclaratifs, de signalement. Il s'agit d'une maladie qui n'est pas à déclaration obligatoire, donc qui est influencée donc par la bonne volonté des différents systèmes de veille. Et donc ça a le bénéfice quand même de pouvoir comparer des taux d'incidence par pays et probablement tenter de mettre en perspective et de mettre en relation avec les politiques vaccinales de ces pays, comme on le verra, qui sont très différentes. Et on a un taux d'incidence pour 100 000 habitants en France de 7,9 sur ces dernières données donc de 2018 qui sont publiées par l'Observatoire de l'ECDC. La répartition des âges est assez caractéristique avec des extrêmes d'âge les plus fréquemment touchés, notamment chez les plus de 65 ans, avec un taux d'incidence qui est plus élevé chez les hommes de plus de 65 ans, et une mortalité plus importante avec un taux d'incidence plus marqué chez les moins de 1 an, et une mortalité plus importante chez les moins de 5 ans, qui en ferait la première cause de mortalité par infection respiratoire dans le monde, selon les dernières estimations du Global Burden Disease. La saisonnalité également qui est bien décrite, avec plusieurs études beaucoup plus fines que ces reports de données, mais qui est confortée effectivement au long de ces années, avec une saisonnalité hivernale et une possible association avec les co-infections virales, notamment la grippe qui a été beaucoup étudiée, notamment à l'IHU, par les équipes de l'IHU. Intérêt de se poser la question des sérotypes qui circulent. Est-ce qu'il y a une influence des sérotypes et est-ce que certains sérotypes peuvent être associés à des présentations cliniques particulières avec une mortalité particulière. Donc ça reste des hypothèses, mais il y a effectivement un suivi, une surveillance de la répartition de ces sérotypes pour les cas d'infection invasive à pneumocoque, donc essentiellement des pneumonies, des méningites et des bactériémies à pneumocoque, toujours sur cet observatoire européen des pneumocoques. Et ce qu'on peut voir, c'est que chez les moins de 5 ans, 75% des cas d'infection invasive à pneumocoque sont causés par des souches qui sont inclus dans les vaccins conjugués recommandés dans certains pays, comme on le verra, avec une grande hétérogénéité. Et chez les plus de 65 ans, la majeure partie, 73% des sérotypes, sont inclus dans le vaccin 23 valences, qui, notamment en France, n'est pas recommandé chez cette population spécifique. Plus particulièrement en France, donc une distribution comparée des sérotypes, et on voit effectivement l'impact avec les différentes politiques vaccinales sur l'épidémiologie et la répartition des différents sérotypes. Notamment en 2003, la recommandation de vaccination avec le vaccin conjugué heptavalent. Ensuite en 2010, le Prevnar 13, le 13 valence, et le poliosidique qui est donc non recommandé en première intention, qui est utilisé pour les rappels vaccinales. Je ne rentre pas dans les détails, c'est hors du topo proposé, mais c'était important effectivement au regard de ce qu'on a été amené à investiguer, de mettre un peu en perspective cette épidémiologie des différents sérotypes. Donc il y a une diminution des souches vaccinales et une augmentation des souches non vaccinales en lien avec ces politiques vaccinales. Donc là, juste
sans rentrer dans les détails bien entendu, mais on voit bien la grande hétérogénéité des politiques de vaccination par pays, qui montre que le rationnel scientifique n'est pas toujours au premier plan des décisions de santé publique et de recommandations vaccinales, et notamment un point qui nous avait étonné et porté un peu plus d'attention, c'était le fait qu'au Royaume-Uni, les soudeurs faisaient partie des personnes à risque, spécifiquement notifiées sur les recommandations vaccinales du Royaume-Uni, à la suite d'une étude qui avait porté sur des cas de pneumonie à pneumocoque chez des marins, pour lequel un des facteurs de risque retrouvés était le fait d'être exposé aux émanations de soudure lors de ces chantiers de rénovation. Donc j'en reviens à notre histoire. Donc ça a été plusieurs cas de pneumonie à pneumocoque qui ont été diagnostiqués et pris en charge au sein des hôpitaux de Marseille. Et on a pu voir assez rapidement que ça a dépassé le service de maladies infectieuses. Il y avait des patients qui étaient en réanimation. On verra le détail de la répartition et des caractéristiques cliniques de ces patients, et démographiques bien entendu. Et au final, on a eu 37, puis un dernier cas qu'on a pu analyser au final, 38 cas de pneumonie à pneumocoque documentés pour la majeure partie et attribués, donc notifiés comme cas probables pour une partie d'entre eux. On a pu avoir des résultats de sérotypage, donc sérotypage capsulaire, qui montraient effectivement la présence d'une certaine diversité de sérotypes. Donc à la question qu'on s'était posée assez rapidement, s'il s'agissait d'une diffusion ou une circulation clonale d'une souche particulière de pneumocoque, dès les premières investigations, on a pu avoir une partie de réponse qui montrait effectivement une hétérogénéité. On avait le sérotype 8, le 4, le 3, le 9N, et de manière intéressante, ces sérotypes n'étaient pas compris dans les valences du Prevnar 13, donc du vaccin conjugué 13. Chronologie qui a également été assez rapide néanmoins, avec une alerte, un signalement opéré par l'IHU, les mesures contrôle au sein de ces paquebots qui sont des villes ambulantes, comme on le verra en nombre de personnes y travaillant et y habitant au cours des chantiers de rénovation, et une campagne de vaccination massive qu'on a mis en place effectivement assez rapidement, qui a permis dans les suites de contrôler cette épidémie. On n'a pas eu de cas secondaires rapportés, notamment dans d'autres chantiers navals qui bien entendu sont en relation, puisque ces bateaux circulent de port en port et parfois en cours de rénovation. Donc pour ce qui est de ce chantier de rénovation, du 3 janvier au 7 février 2020, on avait 5823 personnes qui ont été recensées. Donc un travail très important de recensement, effectivement avec une alerte qui a été relayée rapidement, et une préoccupation, effectivement, c'était la circulation du pneumocoque potentiel. Est-ce qu'il y avait une transmission croisée ou pas? Comme on le verra, on a pu apporter certains éléments de réponse, ou des conditions propres à ces chantiers de rénovation qui pouvaient favoriser la survenue d'infections invasives à pneumocoque. Donc ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que quotidiennement 3200 personnes se rendaient demeuraient au sein de ces paquebots à quai. Les origines étaient multiples, les sous-traitants et les entreprises qui étaient en activité étaient
très nombreuses, donc des interlocuteurs multiples, donc une difficulté effectivement à coordonner les actions et à communiquer avec le personnel. Effectivement des barrières de langue assez évidentes, puisqu'on a eu plus de 100 nationalités différentes qui ont été recensées sur le travail qui a été fait. Des conditions de travail très détériorées, avec effectivement des expositions à des fumées toxiques très irritantes, de la poussière bien entendu, des solvants qui ont pu être appréhendés assez rapidement dès qu'on s'est rendu à l'intérieur de ces paquebots. Élément également qui était important à recenser et à enquêter pour ces marins et pas que, parce qu'effectivement il y avait du personnel de bord qui ne repartait pas en navigation, certains qui étaient journaliers, mais une partie d'entre eux dormaient dans le paquebot en rénovation. Et dans 2 autres paquebots qui étaient amarrés à proximité de ce paquebot principal. Donc au total 38 cas confirmés de pneumonie à pneumocoque, 18 hospitalisations, ce qui faisait quand même pour des moyennes d'âge, comme on le verra, d'une 40aine d'années, une situation inattendue et inhabituelle qui justifiait effectivement les mesures mises en place. 5 cas de pneumonie sévère, avec des critères de gravité qui ont justifié une hospitalisation en réanimation. Au niveau de la documentation, les documentations étaient permises donc par soit des hémocultures positives, des antigénuries pneumocoques positives, des cultures positives sur expectoration ou des PCR nasopharyngés qui ont permis effectivement dans certains cas avec une histoire compatible et une présentation clinique compatible de poser le diagnostic de pneumonie à pneumocoque. Des co-infections virales fréquentes, donc je rappelle qu'on était au mois de janvier, effectivement avec une diversité de virus qui ont pu être diagnostiqués au sein des échantillons prélevés chez ces patients, et déjà on voyait la circulation de coronavirus saisonniers, rhinovirus essentiellement, et influenza, la grippe et le VRS. Donc finalement, la question des facteurs de risque était entière. On a bien entendu en tête le risque de transmission croisée du pneumocoque dans des situations, disons, de promiscuité telles que les prisons. Donc il y a eu des épidémies qui ont été décrites dans des établissements de santé, notamment accueillant des personnes âgées, dans des foyers, où effectivement ce qui sort au premier plan comme facteur de risque, c'est vraiment la promiscuité et la cohabitation dans des environnements clos, fermés. Voilà. Et donc les populations les plus à risque, c'était populations tabagiques de plus de 65 ans, dénutries, immunodéprimées et l'association avec des comorbidités importantes, cardiovasculaires notamment et respiratoires, et l'infection virale concomitante qui a été bien décrite sur plusieurs épidémies et associée effectivement à l'invasivité du pneumocoque. Pour nous, comme facteur de risque significatif, avec des échantillons évidemment faibles, donc avec les limites des statistiques dans ces analyses-là, c'était essentiellement le fait d'avoir des comorbidités en quantitatif, et le fait de loger, en tout cas d'être hébergé au sein du paquebot qui était en rénovation. Et on n'a pas vu de différence significative entre les tâches, donc les corps de métier, les expositions qu'on a pu détailler au sein du questionnaire, et la présence ou pas d'infection, ou en tout cas de présence de virus respiratoire sur le prélèvement respiratoire effectué.
Donc on a pu voir à partir du virus qui était isolé le plus fréquemment, qui était rhinovirus, pour lequel a priori c'était un peu moins la saisonnalité qui pouvait être l'élément disons prépondérant dans la co-infection. Et on a observé effectivement une hétérogénéité des souches par typage de rhinovirus sur 13 souches chez des patients différents. On ne pouvait pas expliquer cette co-infection par de la transmission croisée, malgré le fait que au sein de ce paquebot, les occasions de se croiser étaient multiples pour ces marins. 3 cas de possibles transmission croisée, ce qui n'exclut pas, bien entendu, la contagiosité, bien entendu, et la transmission croisée chez ces marins. Pour ce qui est du pneumocoque, donc on a pu effectivement séquencer par technique du MLST, mais également séquençage du génome complet des souches de pneumocoque, et on a pu voir effectivement une hétérogénéité des souches qui confirmait finalement le typage qu'on avait retrouvé. On avait 4 sérotypes différents. Finalement, on voit bien que par technique de MLST, il y a une profondeur d'analyse qui est plus importante et qui a été confirmée par le séquençage du génome complet, puisqu'il y avait 5 types différents qui ont pu être identifiés au sein de ces 9 souches de pneumocoque. La séquence type 801 était celle qui était retrouvée le plus fréquemment, et on verra que c'est celle qui correspond au sérotype 4 et qui a été également décrite dans d'autres épidémies dans des paquebots en rénovation. Au niveau des mesures, donc ce qu'on a proposé et recommandé au vu du rationnel et de la littérature récente sur le contrôle de ces épidémies, ça a été de proposer effectivement une antibiothérapie systématique chez les personnes symptomatiques, l'absence d'antibioprophylaxie, même si ça avait été recommandé dans une des épidémies comme on le verra, et essentiellement le renforcement de l'hygiène des mains, du port de masques chirurgicales au cours chez les personnes symptomatiques présentant des signes respiratoires, et l'évaluation médicale. Ça, on a pu effectivement voir les difficultés pour ces marins d'accéder à une consultation médicale, et finalement ce qui a été perçu par ces marins, c'était l'accessibilité des urgences de l'assistance publique de Marseille comme premier contact avec du personnel médical. Ce qu'on a mis en place donc assez rapidement, comme on a pu le voir sur la chronologie, le 3 à 4 février 2020, c'est campagne de vaccination de masse avec bien entendu une proposition de la vaccination. À ce moment-là, on n'a pas pu disposer des vaccins antigrippaux en nombre suffisant. Donc la vaccination comportait essentiellement la vaccination antipneumococcique par le vaccin 23 valent qui comportait l'ensemble des sérotypes qu'on a pu identifier. Bien entendu, chacun des personnes qui ont été vaccinées étaient informées et dans leur langue, bien entendu. Et un signalement à l'échelle européenne a été fait assez rapidement, de façon à pouvoir appréhender de nouveaux cas dans d'autres chantiers de rénovation, puisque une des contraintes temporelles qu'on a eues assez rapidement, c'était le départ de ce paquebot, toujours en cours de rénovation, vers l'Italie, puisque voilà, c'est vraisemblablement un mode de fonctionnement fréquent dans ces chantiers. Au total, donc finalement, sur les épidémies qui ont été décrites dans les chantiers de rénovation avec marins et personnel de bord à pneumocoque,
donc des infections invasives à pneumocoque, on peut voir qu'il n'y avait pas que des pneumonies à pneumocoque, il y a pu avoir effectivement un cas de méningite, et bactériémie isolée n'a pas été décrit du tout. Le sérotype prépondérant, c'était le 4, qui a pu être mis en évidence, mais pas que. Donc il y avait effectivement une hétérogénéité des souches qui ont été séquencées ou en tout cas typées au cours de ces épidémies, et la vaccination donc qui a été proposée dans la majeure partie de ces épidémies et constitue probablement une situation à risque à appréhender dans le futur, comme on peut le voir. Un travail plus récent donc a finalement séquencé toutes les souches qui ont été isolées à partir de ces cas d'infection invasive à pneumocoque au cours des chantiers de rénovation de paquebots, essentiellement en Norvège, en Finlande et en Irlande, et les a comparés à des souches d'infection invasive à pneumocoque isolées chez des patients hospitalisés. Et à partir d'une base de données de génome, et ce qui semble ressortir, qui conforte ce qu'on a pu analyser et observer dans notre épidémie, c'est une hétérogénéité des souches. Il n'y a pas vraisemblablement de souches clonales spécifiques associées à ces cas d'infection invasive à pneumocoque au cours de ces chantiers de rénovation. Néanmoins, 19 souches étaient très proches, mettant en évidence la probable transmission croisée dans un certain nombre de cas, qui pose la question effectivement des mesures de prévention à mettre en place. Donc au final, cette réalité infectieuse assez spécifique à ces chantiers de rénovation de paquebots semble être attribuable à, d'une part, une possible transmission croisée entre personnes, puisqu'on a pu retrouver des souches identiques de pneumocoque et de rhinovirus pour celles qui ont été typées chez des patients différents, mais également, et ça a également été décrit donc sur les autres épidémies, un passage de la forme commensale du pneumocoque, qui est un commensal ORL comme on le sait bien, à une forme pathogène, ou en tout cas qui permet des conditions d'invasivité plus importantes dans un contexte favorable, notamment l'exposition à des fumées toxiques, à des solvants, et bien entendu le fait d'avoir une co-infection virale semble être toujours associé effectivement à une plus grande susceptibilité, notamment pour la grippe, pour ces infections invasives à pneumocoque. Donc on se pose la question effectivement de l'indication de manière plus routinière, systématique, de la vaccination chez cette population à risque, donc par pneumocoque, par le vaccin anti-pneumococcique, 23 valences étant donné la diversité des sérotypes qui ont été analysés, pour la grippe également en période saisonnière, la prévention de la transmission croisée, surtout en période effectivement hivernale, avec le port de masque en cas de signes respiratoires, et l'importance effectivement de mettre à disposition des tests microbiologiques et l'accès aux soins pour ces marins en cas de symptomatologie respiratoire ou autre. Je vous remercie, et je remercie l'ensemble des équipes, évidemment à l'IHU, toutes les personnes qui ont permis les tests, l'analyse des génomes, l'ARS qui a permis effectivement l'organisation de la vaccination de masse, le CNR pneumocoque avec lequel on a également communiqué, et voilà, l'ensemble des personnes qui ont participé à ce contrôle de cette épidémie. Merci.